OK. OK, je pense que je suis connecté de partout. Tout devrait bien aller. J'essaie d'enregistrer. Ça a marché la semaine passée. OK, donc, ça va, là, la première information, on l'a lu. Louis se pose la question, tout à fait légitime. Jasez-en avec vos parents autour de vous ce soir, dans les jours à venir, en fin de semaine. Posez-leur cette question-là. On va aller très loin dans l'analyse de ce questionnement-là. D'accord? Il y a 100 000 personnes qui se posent ces questions-là à chaque année. Il y a 100 000 personnes, à peu près 100 000 Québécois, Québécoises qui atteignent l'âge de 60 ans à chaque année, 80, 90 000. Donc, c'est une question qui touche beaucoup, beaucoup de gens. Alors, en jaune, qu'est-ce que j'avais indiqué dans la mise en situation? Je disais, Louis, au début de sa vie active, à 22 ans, il y a 40 ans, en dollars de l'époque, il gagnait déjà 40 000. La seule raison pourquoi je vous mets ça, c'est que vous faire réfléchir, OK, 40 000, il y a 40 ans, ça vaut combien aujourd'hui avec une indexation de 3 ou quelque chose comme ça? Ça vaut 130 000. Donc, il est au-dessus, Louis gagne au-dessus du maximum du gain admissible du régime de base, 71 300. Il y a un lien entre les deux. Fait que lorsque ton contribuable, ton client, l'individu, a un genre de salaire en dollars d'aujourd'hui qui est au-delà de 71 300, puis il tient ce genre de salaire-là ou de revenu-là assujetti au RQ sur une longue période, ça fait juste vous donner la légitimité de dire, OK, Marc, j'ai compris, on travaille avec le maximum 17 195 en 2025 si je demande mon RQ à 65 ans. Donc ça, c'est important, là. Je mets l'emphase là-dessus parce que je ne vous demanderai jamais à l'examen de faire un calcul détaillé de quelle sera la rente, le calcul de la rente à 65 ans. Je vais vous en parler tantôt rapidement. Tout ce que je vous demande de comprendre à l'examen, c'est de dire le client pour qui je travaille ou pour qui je réponds à la question, à l'examen, est-ce qu'il y a un profil d'avoir payé des cotisations maximum sur une longue période? En gros, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais cotisé parce que, disons, il n'était pas apte au travail, il était handicapé? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui était à peu près dans le milieu du 71 000 à 30 000, 35 000? Je n'arriverai pas avec d'autres cas que ça. OK? Donc, ça va être clair que cette personne-là a un profil maximum, clair que quelqu'un va avoir zéro DRQ parce qu'il n'a jamais travaillé, ou clair qu'on va être à mi-chemin, fait que là, vous allez prendre le maximum fois 50 Ça, c'est pour établir ton référent en 2025, le 17 196. Donc, ici, Louis, clairement, lorsqu'il touche son RQ, a le droit au maximum de la rente. Après ça, il y a les jeux de bonification s'il anticipe, moins 7,2, puis plus 8,4 s'il reporte. Mais son référent de départ, il est au maximum avec un type de ce genre de profil-là. OK, alors, voilà comment on pourrait aborder cette question-là. OK? Il y a quand même pas mal de choses à dire. Puis dans l'application, le fait que vous devez calculer, il y a des concepts ou des précisions sur les règles qui se font d'emblée. OK? Donc, je vais essayer de les identifier au fur et à mesure. Alors, première chose, le choix du RQ, vous l'avez lu, vous en avez entendu parler, pendant très longtemps, ça a été un choix qui était disponible entre 60 ans et 70 ans. Donc, toutes les possibilités, toutes les déclinaisons mensuelles de cette période-là sont possibles. Depuis février ou janvier, plutôt janvier, mais janvier 2024, 2023, mais je pense que c'est 2024, c'est tout récent, on peut bonifier au-delà de 70. Donc, on pourrait reporter jusqu'à 71, jusqu'à 72. Donc, il y a 12 scénarios annuels possibles. Évidemment, je le dis avant que quelqu'un se pose la question, une fois que tu as pris ta décision, tu vis avec, là. OK? C'est-à-dire, une fois que tu l'as demandé, tu ne peux pas dire, ah, finalement, j'annule ça, puis non. Une fois que tu as pris ta décision, tu es prêt avec ta décision. Sauf que, comprenez que si ta décision, c'est de reporter, tu ne peux pas en reporter, dire, je vais le reporter jusqu'à 72. Si tu as un diagnostic de cancer à 65 ans, ça se peut que tu dises, oh, ben là, finalement, je pense que je vais commencer à encaisser à 65. Tu sais, il n'est pas trop tard pour
annuler en partie l'effet de ton rapport, prendre une décision sur le champ. On ne peut pas retourner dans le passé, bien sûr. Okay? Puis la décision qu'on a prise de l'avoir demandé à 60 ans, on est pris avec l'amputation, la réduction pour le restant de nos jours. Ça va de soi. Pour la PSV, les combinaisons de scénarios sont plus limitées. Il y a un certain choix, c'est entre 65 et 70. Mais les effets de bonification ne sont pas pareils, c'est plus 7,2. D'accord? Donc, on ne peut pas l'anticiper, la pension de sécurité de vieillesse au fédéral, mais on peut la reporter, puis on gagne 7,2 par année. Question, Russell? Pardon? Bien, c'est ça. Moi, je l'aime, cette question-là, mais si tu y penses 2 secondes, puis c'est correct ta question, je me fais poser. Mais si ça se passait comme tu dis, Russell, que, OK, je vais prendre à 60 ans, je me fais couper 7,2, mais hey, quand on est rendu à 65, OK, je retrouve mon 100 ce ne serait plus un choix, ce ne serait plus un pari, ce ne serait plus un scénario. Tu comprends, tu es prêt avec ta décision, avec l'effet. Bonne question. OK, donc toutes les combinaisons sont possibles. Alors, comment on fait le calcul? Bien là, ça, entamer le calcul, je pense que tout le monde était capable de comprendre que j'ai un référent, qu'on dit 100 c'est à 65 ans, puis si on demande, on anticipe avant 65 ans, on se fait enlever 7,2 par année. Il y a quelque chose de très important à comprendre, à capter dans le calcul. Ici, Louis voulait demander à 62, c'était un de ses scénarios. Bien, il se fait amputer, il se fait retrancher 7,2 par année, mais ce n'est pas un calcul composé. Ce n'est pas 7,2 sur 100 moins 7,2. C'est des blocs de 7,2. Donc, autrement dit, en demandant à 62 ans, en anticipant de 3 ans, il se fait retrancher 3 fois 7,2. Okay? Donc, comprenez, il n'y a pas de calcul composé ici, ce qui est contraire à la mathématique financière habituelle. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'arrive avec 78,4 de 17 196. C'est 100 moins 3 fois 7,2. J'arrive avec 13 482. Donc, ça, c'est une des possibilités. Vous pouviez dire à Louis, tu peux commencer à 62 ans, tu vas avoir 13 482 par année en dollars d'aujourd'hui. Par contre, si tu attends 6 ans, OK? À partir de 68 ans, tu vas pouvoir toucher non pas 13 482, non pas 17 196, mais une bonification. Et là, la bonification n'est pas symétrique avec le retranchement. Le retranchement est à 7,2, la bonification est à 8,4. Et donc, on veut un peu t'inciter dans ce sens-là. Il y a aussi des raisons démographiques puis des raisons purement actuarielles pour qu'on augmente les taux quand on va vers le décès, ultimement. Donc, le calcul à 68 ans, c'est le 17 196 fois 125,2 ou 1,252. Ça va? Le 25,2, il vient de 8,4 fois 3. 66, 67, 68. 3 années de bonification à 8,4. J'étais à 21 529. OK. Ça, c'est le début, mais important de retenir que les calculs ne sont pas composés. Il n'y a pas de calcul composé ici. Moins 7,2 plus 8,4. OK. On se l'est déjà dit, le seul déterminant financier de l'histoire, c'est l'âge du décès. Puis on n'a pas une boule de cristal, on ne le sait pas. Puis on ne joue pas au tout-bib, on ne joue pas au médecin, on ne le sait pas non plus. On va y aller avec une arme secrète que je vais dévoiler très bientôt. Ça s'en vient. Donc, on continue. Alors, je pourrais y aller par taponnage, par tâtonnement, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe si Louis décède à 75 ans? Donc, j'ai fait des flux monétaires. Je n'ai pas capitalisé, je n'ai pas tenu compte de l'indexation. Ça, je reparlerai de ça qualitativement tantôt. OK? Je commence par de l'arithmétique pure et simple, des petits calculs de primaire, des plus, des moins, des multiplications, des divisions. Quand je fais ça à 75 ans, on voit que dans un cas comme ça, si on avait pu savoir que Louis décéderait à 75, ça aurait été une bonne affaire de demander le RQ à 62 et non pas 68. Maintenant, toujours par taponnage, par tâtonnement, si je le fais décéder à 80, là, j'arrive avec la conclusion inverse, qui aurait été préférable pour Louis de reporter et non pas anticiper le RQ. Mais on peut faire beaucoup mieux, évidemment. On peut arriver direct sur le chiffre avec un petit calcul de plus, puis de moins, puis de division. Donc,
c'est là que je fais mon calcul. Ici, le vrai seuil d'indifférence ou le calcul arithmétique, c'est ce que je vous ai exprimé tantôt. S'il demande le RQ à 62, il va avoir une longueur d'avance. Il va commencer avant le Louis scénario 2 qui lui demanderait à 68. Donc, c'est Louis contre Louis. OK? Donc, Louis, avec le scénario de demander à 62 ans, aurait une longueur d'avance de 6 fois, 6 années, de 62 à 68, 6 années de 13 482 par année. Donc, il y a une avance de 80 892. Par contre, le Louis 68 ans, qui choisit de demander pour la première fois sa rente à 68 ans, aurait une bonification à chaque année à partir de 68 ans jusqu'à son décès de 8 047. Donc, la question, c'est combien d'années ça va prendre à Louis, 68 ans, pour rattraper la longueur d'avance de Louis, 62 ans? Donc, c'est 80 892 divisé par 8 047. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais ceci étant dit, ce n'est pas parce que vous ne saviez peut-être pas comment faire le calcul, puis que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, qu'à la base, ce n'était pas quelque chose qui était dur à comprendre, à vulgariser, à faire ressortir. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de se débrouiller avec ça là, à la base. Mais une fois qu'on se le dit, là, une fois qu'on échange là-dessus, bien là, il faut que ça soit clair. Il faut que ce soit assez limpide, honnêtement. OK? Je vais aller plus loin tantôt, ça se peut que ça soit moins limpide un peu plus loin, mais jusque-là, là, ça, c'est pas c'est vraiment de la petite mathématique. Fait que à 78 ans, 70,05, on arrive à un point où ça ne change rien que tu l'aies demandé à 62 ou à 68, tu vas arriver au même flux monétaire. Voilà. Donc, vous voyez les chiffres que j'obtiens à 62, 68, si Louis décède à 78 ans. Donc, avant d'aller plus loin, parce que honnêtement, la plupart des gens qui vont vous parler de RQ, du choix du RQ, s'ils se rendent jusque-là, beaucoup de gens ne se rendront même pas à penser en mode point d'indifférence. Ils vont rester dans des émotions, dans de l'anecdotique, dans hey, moi, mon oncle qui est mort à 60 ans, puis il n'y a pas eu de maudite scène parce que. Ou il est mort à 64 ans, puis il voulait demander son RQ à 60 ans, il n'y a pas une. Vous allez rester dans des trucs pas du tout rationnels. Donc, vous allez être dans le think fast de la semaine 1, pas dans le think slow. D'accord? Donc, souvent, quand on se rend jusque-là, là, ça arrête. Là, il n'y a plus aucune idée qui sort. Organise-toi avec ça, Louis. Je t'ai dit qu'à 78 ans, ça donne la même chose. Ça finit là. Mais en vérité, Louis, il est content du travail que vous avez fait, mais vous ne l'avez pas aidé tant que ça. Il ne sait pas à quel âge il va décéder. Puis il ne comprend pas toutes les, l'ampleur ou l'essence de ce choix-là. C'est à vous de vulgariser ça. Fait qu'on va commencer l'espace, ou plutôt la période de vulgarisation, par une question caout. J'ai une question caout pour vous. C'est bon? OK. Louis est âgé de 62 ans au moment où il choisit de demander ou de reporter ses rendus RQ. Donc, c'est le cas sur lequel vous venez de travailler. À ce moment-là, là, à 62 ans, quand il se pose la question, tout est possible encore. Louis a une probabilité de 50 de survivre à quel âge? Donc, je suis prêt à vous demander un peu, c'est quoi l'espérance de vie de Louis? C'est ça que je vous demande. Quelle est l'espérance de vie de Louis?
80, 84, 89, 82. Gênez-vous pas pour échanger et débattre là-dessus. OK, donc il y en a plusieurs qui disent 89. Le 84 ressort aussi, le 82 aussi. Donc, on va s'expliquer. Je pense que les gens qui ont inscrit 89, parce que vous avez fait des bonnes lectures, vous avez vu ça au fur et à mesure où on a parlé de ça. Parce que pour de vrai, là, avant de sensibiliser les gens à ce que je vais vous dire, puis écoutez bien ça, quand j'ai expliqué ça la première fois à mes étudiants, après avoir fait des lectures, peut-être il y a 10 ans, je suis presque sûr que c'était presque inédit dans les salles de classe que cette façon d'expliquer et de présenter là était faite. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que ça a déboulé vers un cahier de recherche. Fait que la première erreur que les gens font quand ils font une demande de choix de RQ, le premier biais cognitif, le premier mythe, c'est de dire que quand on fait le choix à 59 ans, tu sais, quand on n'a jamais pris de RQ, pour Louis ici, quand il a 62 ans, c'est de dire que l'espérance de vie pour un homme est de 80 ou que la moyenne homme-femme est de 82 ou la femme, c'est 84. Tu sais, ces chiffres-là reviennent. Là, OK? Si tu regardes Statistique Canada, l'espérance de vie au Canada, pour un homme, je pense qu'on serait à 81, puis pour une femme, on serait à 84, puis bon, la moyenne à 82,5 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est normal que j'aille des gens qui disent 80, 82, 84. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a quand même expliqué pourquoi que l'espérance de vie n'est pas ce qu'on peut lire quand on Google espérance de vie au Canada pour un homme, disons? Pourquoi c'est 89? Pourquoi il y a pouf, une bonification tout d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un développement scientifique que j'ai manqué? Pardon? Ça fait partie de la moyenne de quand on dit que c'est 81, justement, mais on s'en va sur quelque chose, là. Viviane, avec ce que tu dis, c'est quand on dit que la moyenne de l'espérance de vie des hommes, c'est 81, c'est ça qu'on trouverait. Ben, ça tient compte qu'il y en a qui meurent très jeunes, il y en a qui meurent des centenaires, mais c'est là que tu t'en vas probablement. Oui. Caroline, ici, ce qu'on dit, c'est que c'est quoi l'âge qui fait en sorte que tu as 50 des chances d'arriver à cet âge-là quand tu as 62? Fait que c'est un peu comme une espérance de vie. On peut dire que c'est une espérance de vie. Fait que je vais y arriver, oui. OK, donc moi, ce que j'explique, je ne sais pas si ça va frapper votre imaginaire, mais quand on dit qu'un Louis qui naît a une espérance de vie à 81 ans, qui est exact, c'est au moment de son premier, puis c'est probablement vers ça que tu voulais aller, peut-être Viviane, mais c'est au moment de son premier soupir, sa première respiration. Il y a un jour, son espérance de vie est de 81. Mais, OK, il n'y a pas eu de maladie infantile. Comment ça tu veux dire? Pas eu de maladie infantile. Ah, il ne s'est pas noyé dans la piscine. Ah, il ne s'est pas fait écraser en traversant la rue. Ah, il n'y a pas eu d'accident d'auto. Tu sais, c'est toutes des choses tragiques, là, je passe vite, puis c'est pas vraiment drôle, mais vous comprenez l'idée. Il n'y a pas eu un cancer à 40 ans. Euh, donc, tu as survécu à plein d'événements qui jouent sur l'espérance de vie. Donc, le fait que tu sois rendu à 59 ans quand tu prends ta décision du RQ ou dans le cas de Louis, à 62 ans, ton espérance de vie n'est plus du tout à 81. Encore une fois, ça, c'est pour des gens qui, au moment où on fait ce regard-là, à 59 ou à 62, qui sont en santé, mais pas démesurément en santé. Normal. OK? Normal. Alors, imaginez-vous, vous comprenez où je m'en vais avec ça, hein? Vous voyez le filon, quand je vous dis que l'espérance de vie est de 89 et pas de 81, puis vous arrivez avec un point d'indifférence à 78 ans ou à 75 ans, commencez-vous à voir où je m'en vais avec l'histoire, puis comment vous allez pouvoir aider Louis pour de vrai à vraiment prendre une décision? Voyez-vous le chemin vers où je m'en vais? Deuxième question, juste pour être sûr que vous allez voir où je m'en vais avec mon histoire. Vous êtes au casino, Paris 1 ou Paris 2? 11
maximum de gain 46 000, 89 maximum de perte 142 000. Pari 2, 89 maximum de gain 142 000, maximum des pertes 46 000. Pari 1 ou 2? Vous êtes au Casino de Montréal. OK, donc une personne qui a mal lu la question, les paris. OK. Bon, on n'ira pas voir c'est qui. Bon, alors, avez-vous idée qu'est-ce que j'ai illustré par ce pari-là? Je laisse le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai voulu illustrer par ce pari-là, de dire, est-ce que tu es mieux un pari où tu as 89 des chances de gagner jusqu'à 146 000 ou tu es mieux un pari où tu as 89 des chances de perdre 146 000? Je vais juste garder ce bout-là là, de l'équation. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai voulu? Est-ce que j'ai lancé ça comme ça? Est-ce quelqu'un qui a idée, c'est quoi ça, ce pari-là? Ça, c'est exactement le même pari de tous ceux qui demandent le RQ à 60 ans versus 65 ans. Je l'ai juste traduit en pari au casino. Parce que j'étais tanné que les Québécois, on était tanné que les Québécois, les Québécoises soient pas capables de prendre ces décisions-là, et pas parce que c'est une décision facile. C'est tout sauf transparent. On va parler de ça pendant 1 heure à des étudiants de fin de bac en sciences comptables, puis c'est pas tout le monde qui va tout comprendre ce que je t'apprends raconter là, ici. Là. OK? Le maximum de gens vont comprendre, puis vous allez en comprendre un bon bout. Mais imaginez-vous pour monsieur, madame, tout le monde qui n'ont aucune connaissance en finance, comment ça, là, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas du tout, ce choix-là. Puis je vais vous montrer les biais cognitifs qu'il y a derrière tout ça aussi, OK, dans notre cahier de recherche. Mais c'est littéralement quand que je demande à 60 ans, je fais le pari d'avoir 89 des chances de perdre jusqu'à 146 000. Puis quand je demande 65 ans, j'ai 89 des chances de gagner jusqu'à 146 000. C'est dur à croire, hein? C'est dur à croire en tabarouette. Puis, vous avez idée, hein, d'où que j'ai pris ça, mes probabilités? C'est quoi ma probabilité? Mettons le 89 ça veut dire, c'est quoi? C'est pas facile, là, parce que le 89 il veut dire quoi? Le 89 veut dire que j'ai 89 des chances de survivre au point d'indifférence qu'il y a entre 65 et 60 ans. Donc, parler en français, si mon point d'indifférence, comme vous venez de faire, là, vous l'avez fait, vous êtes peut-être arrivé à 78, quelque chose de même. Entre 60 ans et 65 ans, si on ne fait pas de mathématiques financières, le point d'indifférence va être à 75 ans. Les probabilités de survivre à 75 ans, quand tu as 59 ans et demi, quand tu prends ta décision, c'est 89 pour un homme, 91 pour une femme. C'est pas de la frime, là, c'est vraiment. Fait que, bon, OK, vous commencez à comprendre qu'il n'y a personne qui analyse ça comme ça. Personne. Puis, on a fait le cahier de recherche, puis pourquoi j'aime beaucoup la publication, je l'ai montré en introduction, c'est qu'on a été présenter ça à Retraite Québec, qui est l'organisme, l'organisation qui gère le RQ. D'accord? Puis on leur a présenté, puis il avait été mis au fait de notre cahier de recherche, il l'avait lu, il était très ouvert. Puis 2, 3 semaines après, ils ont fait ces publications-là. Est-ce que vous refuseriez ou est-ce que vous annuleriez votre activité de plein air d'été parce qu'on annonce 12 de pluie? Personne ne s'est dit ben oui, je l'annulerais. C'est la même logique. Pourquoi les gens demandent le RQ à 60 ans versus 65 ans? OK? Donc là, vous êtes très, très avantagé. Votre niveau de connaissance, vous avez compris ce que j'ai dit par rapport à la moyenne des ours au Québec, même des planificateurs financiers, même un paquet de gens, même les capsules sur YouTube que je regarde des fois, c'est fou là, comment vous êtes rendu loin dans l'analyse de ça. OK? On continue, je n'ai pas fini. OK? On continue à parler du RQ, puis j'invite vos questions aussi. Là, je fais pas mal un monologue là, depuis tantôt. Gênez-vous pas là, si vous avez des questions, là, des commentaires.
Regardez ici, ce sont les normes de, ben maintenant c'est l'IPF, ça ne s'appelle plus l'IQPF, c'est l'Institut de planification financière. Si vous regardez la ligne d'en haut, là, 10 15 20 25 donc ça, c'est les probabilités de survivre à un âge. OK? Comme vous le voyez, le tableau est incomplet parce qu'on ne dépasse pas le 50. Mais quand on a fait notre analyse, nous autres, on avait besoin de savoir quand tu as une probabilité de survie de 90 je veux le savoir. OK? Donc, quand on regarde ici, ça, c'est disponible sur les hypothèses de l'IPF. On a les probabilités de survie, puis regardez la colonne complètement ben, à ma gauche, à moi, là, à ma gauche, les âges atteints. Ça, c'est l'âge atteint au moment où tu te poses la question, c'est quoi ma probabilité de survie? De survie à quel âge? OK? Donc, dans l'exemple de Louis, on était entre 60 et 65 parce il avait 62 ans quand il se posait la question. Donc, pour moi, l'espérance de vie, c'est peut-être pas techniquement à 100 exact, mais c'est un très bon indicateur, ça a une probabilité de survie de 50 et plus. Donc, quand tu as entre 60 et 65 ans, tu veux savoir ta probabilité de survie, si tu es en une santé moyenne, bonne santé moyenne, bien, tu vas avoir 50 de survivre à 89 ans, d'accord? Puis, si tu es un homme, puis 91 ans si tu es une femme. D'accord? Donc, c'est avec ce genre de tableaux-là, ça provient d'une étude de l'Institut canadien des actuaires qui a été utilisé pour faire ce genre de projection-là. Donc, si vous faites un calcul de choix de RQ par rapport à anticiper ou reporter, vous trouvez un point mort, puis vous donnez au client les probabilités de survivre à ce point mort-là, vous avez fait votre job. Vous avez vraiment fait votre travail. Après ça, il n'y en aura pas de certitude. Vous pouvez se faire écraser en sortant de votre bureau. Là. OK? Bon, OK, on continue. Donc, le choix, je n'ai déjà parlé, mais le cahier de recherche, on a voulu avoir un titre provocateur. On l'a appelé le choix du RQ, le pari du perdant ravi. Le perdant ravi, c'est facile à comprendre pour de vrai. Quand on a sorti le cahier de recherche, on a reçu beaucoup de courriels puis, je vous dirais, à 80 les courriels qu'on recevait, puis c'était des gens polis, des gens articulés, des gens qui avaient pris un soin à prendre ces décisions-là. Puis la plus grande, 80 des gens qui répondaient ou qui nous envoyaient des courriels, c'était pour c'est correct, je le dis avec tout le respect, c'était pour se justifier de leur demander à 60 ans. Donc, des perdants ravis. Ils sont convaincus qu'ils ont pris la bonne décision. Puis c'est quoi la raison numéro un, vous pensez, qu'ils utilisaient pour justifier de l'avoir demandé à 60 ans puis dire, regardez, je fais une analyse, on a fait des calculs, voilà pourquoi c'était une bonne décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a idée pourquoi? C'était quoi la justification numéro un? Oui. OK, ça c'est bon. Ça est dans mes biais cognitifs. On retient ça. Ça, c'est super important. Ce que tu dis là, histoire de dire que le dollar à 60 ans, il est pas mal plus sexy que le dollar à 88 ans. Il est plus le fun hein, à dépenser. Tu as un train de vie plus élevé à cet âge-là, probablement, qu'à 88. Tu es plus vigoureux, etc. Tu as plus de voyages que tu veux faire. Ça, c'est un biais cognitif qu'on va regarder. Mais la plupart des gens, ils disaient, Monsieur Bachat, Monsieur Lemelin, Monsieur Monette, dans vos calculs, vous n'avez pas tenu compte du fait que quand je le demandais à 60 ans versus 65, j'avais 5 ans d'avance, puis j'ai fait des rendements avec ça. J'ai fait 12 j'ai fait 15 j'ai fait 10 c'est ça qu'on entendait beaucoup. OK? Nos calculs, on a tenu compte d'un rendement. Pas là, je ne vous demande pas ça en classe, puis tu sais, ce n'est pas à l'examen, ce bout-là. Mais évidemment qu'on a donné un rendement à ceux qui anticipaient. Quand tu demandes à 60 ans, ça fait de l'argent de plus ou ça fait de l'argent que tu ne retires pas de ton REER ou de ton CELI. Ton RQ, tu l'as avant. OK? Puis d'ailleurs, ça, c'est une explication que je vais vous donner tantôt. Donc, c'était le justificatif numéro un. Bon, le fait, le calcul, c'est tout de la mathématique. C'est quoi le rendement que ça prend pour que commencer à 60 ans, ça batte commencer à 65 ans? C'est à peu près 10. Mais comprenez ce qu'il veut dire le 10. Ça ne veut pas dire 10 pour la période entre 60 et 65 ans. C'est 10 tout au long de la galère jusqu'à ton décès. C'est tout aussi irréaliste que de dire que j'ai 89 des chances de perdre si je demande à 60 ans versus 89 des chances de gagner si je demande à 65 ans. C'est un et le contraire de l'autre.
Pourquoi qu'on a parlé de ça? Pourquoi que vous devez vulgariser, vous devez sensibiliser les gens autour de vous par rapport à ça? L'âge moyen. L'âge moyen de la demande du RQ, 62,2. Est-ce que vous imaginez comment que ça veut dire qu'il y a de monde qui sont parqués à 60 quand que la moyenne est 60,2 puis qu'on peut se rendre jusqu'à 70? Fait que c'est 60,2 la moyenne, d'accord? Tu as 7 qui reportent au-delà de 65 ans. Puis tu as 40 qui demandent direct à 60 ans tout de suite. OK, bon. Je fais fi des statistiques, là, mais vous comprenez, il y a un vrai problème sociétal. Ceci étant dit, là, c'est important de mettre mes. Je t'enregistre en plus. Il faut mettre nos dénis de responsabilité ou mettre les limites à ce que je t'ai dire. OK? Il n'y en a pas des millions des limites. La limite, là, vraiment, c'est évidemment la santé. OK? Si tu n'as pas une bonne santé, c'est sûr que tout ce que je t'ai vous dire, on oublie ça. OK? Tout de suite. D'accord? Puis l'autre, où je ne suis pas prêt à dire que ce n'est pas une bonne idée de le reporter à 65 versus 60, ça mériterait une analyse plus approfondie qu'on n'a pas fait encore, c'est si tu as du supplément de revenu garanti. OK? Le supplément de revenu garanti, il décroît de 50 cents dans la pièce pour tous les revenus, sauf les revenus d'emploi, voire quelques petites exceptions de ce type-là. Fait que c'est sûr que si tu gagnes un RQ plus élevé, ça va venir réduire ton supplément de revenu garanti. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce n'est pas une bonne décision de le reporter, mais là, il faudrait voir. OK? Mais il y a un paquet de gens qui prennent la mauvaise décision en pensant prendre la bonne décision. OK? Donc, ce que j'ai le goût de faire quand je vous dis la vulgarisation, c'est important encore une fois parce que je vous l'ai dit en introduction du cours, première semaine, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un visionnaire, je ne suis pas. L'intelligence artificielle, de quelle façon elle va évoluer, de quelle façon elle va remplacer des expertises, je ne peux pas évidemment tout dire, tout savoir, j'en sais peu même. Mais il m'apparaît évident que la façon de vulgariser pour vous, de maîtriser votre sujet puis de le communiquer, c'est un aspect hyper important pour vous démarquer par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je mets de l'emphase comme ça sur la vulgarisation. Donc, ce que je vais faire, je vais vous parler de 4 biais qui existent, 4 mythes, 4 erreurs conceptuelles que les gens font quand ils se posent la question entre demander leur Q à 60 versus 65 ans. D'accord? Donc, le premier mythe, on l'a déjà dit, c'est que les gens, pour ceux qui le savent que c'est une équation mathématique avec un point d'indifférence, avec un âge d'indifférence de décès, bien, les gens qui se rendent jusque-là, ils ne prennent pas la bonne espérance de vie. D'accord? On vient de le dire, l'espérance de vie pour un homme à 59 ans, quand on prend la décision, est rendue à 89 ans, puis pour une femme, 91. Donc ça, déjà, tu ne pars pas avec les bons chiffres, tu ne pars pas avec les bonnes probabilités. Ça, c'est extrêmement important. L'autre élément, très, très important, ça aussi, on l'entendait beaucoup dans les commentaires, sur nos publications, sur notre page Facebook, c'est un peu ce qu'Océane dit. D'accord? Les gens confondent deux choses hyper importantes. OK? Les gens ont l'impression que s'ils reportent le RQ à 65 ans, ça veut dire qu'ils prennent leur retraite à 60 ans, que leur train de vie à 60 ans va être plus bas qu'à 65 ans. C'est pas comme ça qu'on calcule ça. Quand on a calculé la planification de la retraite en 5 étapes, on ne parle pas de. Le train de vie, c'est ce que vous devez définir par défaut comme point de départ. Vous partez avec un train de vie que vous envisagez convenable pour vous avec votre retraite, puis après, vous choisissez où je prends mon argent. Ah, j'ai un RPA, je prends ça. Ah, j'ai de la PSV à 65 ans, je vais attendre à 65 ans. Ah, j'ai de la RQ, je pourrais l'avoir à 60 ans, ça va me faire plus d'argent. Non, ça ne te fera pas plus d'argent. Attends 65 ans, puis tu payes où? Dans le CELI, puis dans le REER. Évidemment, je suis prêt à vous parler de gens qui ont épargné. Okay? Si les gens n'ont pas épargné, on n'a pas de discussion. Là, okay? Il n'y a aucune discussion à avoir. Okay? Mais si tu as épargné et tu as de l'argent, un bout en REER, un bout en CELI, un bout en RPA, un bout en RQ, puis un bout en PSV, c'est toi qui décides quand est-ce que l'argent commence à rentrer, puis à quel rythme. Fait que c'est juste une question de stratégie de décaissement. Et ça, là, c'est hyper important. C'est un commentaire qui revenait toujours. On aimerait mieux avoir le RQ au début parce qu'on est en forme, on est en santé, on veut un plus gros train de vie. Aucun rapport.
C'est puissant ce biais-là, parce que même en vous le disant, je ne suis pas sûr, je convainc tout le monde, puis c'est correct. Ton train de vie, c'est ton train de vie. Après ça, tu décides où je vais aller chercher les dollars. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ta rente d'étalement. Puis à quelque part, quelqu'un qui justifierait de demander son RQ à 60 ans parce qu'il n'a pas les moyens de le demander à 65 ans, que son RQ, disons, à 60 ans, c'est 8 000 $, il est après vous dire qu'il n'est pas capable de se trouver une petite job à temps partiel de 8 000 $ par année pendant 5 ans. OK, je sais que ce n'est pas le fun à entendre là, de quoi qu'il se mêle, lui, le financier, de me dire qu'est-ce que je devrais faire. Mais je veux quand même vous placer ça dans le spectrum global. C'est ça qu'ils sont après vous dire, là. OK? Fait que pour passer d'un pari de 89 des chances de perdre à 89 des chances de gagner, je pense que je vais le faire mes petits 5 années au Rona à 8 000 $ par année. Vous comprenez? C'est toute une... Je vous parle de ça justement pour vous parler de stratégie de décaissement. Justifiez pas un mauvais choix de RQ par le fait que tu n'as pas d'autres options. Il y en a qui n'en ont pas d'autres options. Ça, je suis d'accord. Mais on serait surpris comment que ce n'est pas si difficile d'avoir d'autres options. Je vais vous en montrer une très, très visuelle. Donc, ça, c'est un deuxième mythe. OK, la troisième n'est pas facile à voir, OK? Mais elle est hyper importante. Elle, là, est tellement cachée, là, je l'appelle le déni de la perte voilée. Et ça nous ramène à Tversky puis Kahneman, l'aversion à la perte. Il y a des pertes qui nous font mal parce qu'on les voit, puis il y a des pertes qu'on ne les voit même pas, fait qu'ils nous font pas mal. Fait qu'écoutez bien la perte qui fait mal. Vous allez la reconnaître. La perte qui fait mal en matière de choix de RQ, c'est quelqu'un qui voulait demander le RQ à 60 ans. Il a passé 1 heure dans mon cours, puis là, il a dit non, non, il faut que je la demande à 65 ans. Puis là, finalement, il a un cancer généralisé, il reste 1 mois à vivre, puis il a 64 ans et 11 mois. Ça, cette perte-là, là, il la subit, il la vit, il la comprend. C'est moi vous dire ça, OK? La perte qui fait vraiment mal, que tout le monde veut éviter, puis au point de faire un pari où tu as 89 de chances de perdre, c'est le choix de dire, c'est la perte de dire, je voulais la demander à 60 ans. On ne sait pas, j'aime mieux l'avoir tout de suite. OK? J'ai attendu à 65 ans, puis finalement, ça a tout l'air que je vais mourir à 64 ans et demi. Fait que tout cet argent-là, je ne l'ai pas eu. Cette perte-là fait mal. OK? Ça, là, tout le monde la voit. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la perte d'avoir demandé à 60 ans, puis là, tout d'un coup, quelqu'un, vous venez de calculer son point d'indifférence à 78 ans, puis là, il y a 86 ans, ce monsieur-là, cette madame-là. Est-ce que vous pensez qu'il calcule sa perte qu'il a subie parce qu'il l'a demandé à 60 ans? Elle fait tellement pas mal, elle semble irréelle. Je vous l'ai dit, là, puis même vous, vous dites, ouais, c'est pas super. Il est là, votre 146 000. Comment je suis arrivé à 146 000 de pertes potentielles ou de gains potentiels si j'ai fait vivre la personne jusqu'à 100 ans? OK? Donc, il y a du monde qui peut me dire hey, Matt, tu capotes, 100 ans, là, quand même, tu n'exagères pas un peu? Savez-vous quoi? Quand tu as 59 ans, tu as plus de chances de mourir à 100 ans que de mourir entre 60 ans et 64 ans et 11 mois et 29 jours. Tu sais, la fameuse perte là, que tu ne veux pas voir, tu as moins de chances de tomber dans cette zone-là que de devenir centenaire. Okay. Alors, moi, comment j'ai résumé ça? C'est comme si le gain, je l'ai dit en gain, disons, le gain entre 0 et 50 000 que tu peux faire, il est plus important qu'un gain de 100 000 que tu pourrais faire entre 50 000 et 150 000. C'est comme si on parle des pédales. Parce que personne ne veut voir l'autre perte. D'accord? Elle est vraie, elle est véritable, cette perte-là. Okay? Puis ça m'arrive au dernier. Ça, c'est encore plus loin dans l'histoire. On y a pensé longtemps. C'est sûr que quand on plonge dans des sujets comme ça, euh, en plus de ça, là, je ne sais pas si vous allez être capable de le voir, mais en plus de ça, le choix de 60 ans versus 65 ans, typiquement, c'est en lien avec le déni de la perte voilée là, que je viens de vous dire, mais les gens qui demandent à 60 ans, c'est qu'ils disent moi, j'aime mieux être conservateur. OK? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Vous avez déjà entendu ce genre d'expression-là? Est-ce que ça existe, ça, un choix conservateur dans tout ce que je t'apprends à vous dire depuis tantôt? Ça existe-tu d'être conservateur? Pas en tout. Il n'y a aucun choix conservateur. C'est seulement un choix de demander du RQ avec des probabilités de gagner ou de perdre. That's it. Il n'y a absolument aucun choix conservateur. Je le répète une autre fois.
Le demander à 60 ans, ce n'est pas un choix conservateur. Tu as 90 des chances de perdre. Explique-moi comment c'est un choix conservateur. Puis là, j'arrive avec la cerise sur le Sunday. En plus, en demandant le RQ à 60 ans versus 65 ans, tu vas à l'envers du risque. Tu vas, et ça, là, écoutez, suivez-moi ça, là, si vous le voyez, là, ça va être réglé pour toujours. De 60 à 65 ans, là, si tu demandes à 60 ans versus 65, parce que tu as peur de laisser de l'argent sur la table, mettons, puis de dire je vais être conservateur, tu vas à l'inverse du risque. Parce que si tu l'as demandé, disons, à 65 ans, OK, puis tu n'arrives pas à ton point d'indifférence parce que tu meurs à 73 ans, as-tu manqué de l'argent dans ta vie? Mais non, tu ne seras jamais mort aussi riche que ça. Quand est-ce que tu es le plus riche dans ta vie? Le jour 1 de ta retraite. Puis à 65 ans, il te reste encore bien, bien gros de l'argent. À 70 ans, il t'en reste encore bien, bien gros, il faut que tu t'offres jusqu'à 91. À 78, il t'en reste encore beaucoup. Fait qu'à quelque part, quand tu coinces à prendre un choix à 60 ans, parce que tu vas être sûr d'avoir un peu d'argent du RQ, tu es complètement à l'envers du risque. Ton risque, c'est un risque de longévité. Ton risque, c'est de mourir à 98, à 96, à 102. Je sais que c'est pas le fun de dire ça. Ouais, il me semble il n'y a rien d'intéressant à ces âges-là, mais c'est quand même ça le risque financier. Fait que tout ça pour dire, c'est plein, plein de raisons pour dire que c'est un sujet extrêmement important, puis les gens font vraiment prendre des mauvaises décisions. Donc, ça va? On a assez parlé du RQ, mais je suis content de me rendre jusque-là parce que c'est vraiment un sujet qui, comme je l'ai dit, touche 100 000 personnes par année. Fort que moi, j'en parlais tantôt là, avec Nicolas Boivin. Il y a d'autres façons où on pourrait le présenter, le RQ. Là, je l'ai présenté comme au casino, probabilité de gain et de perte. Je pense que c'est assez marquant. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. On l'a fait comme ça. Mais je pourrais aussi dire, je vais donner une valeur actuarielle à la valeur de mon RQ si je le demande à 60 ans, puis je vais demander une valeur actuarielle si je le demande à 65 ans. Moi, ce que j'aimerais de cette position-là, c'est qu'on verrait, là, je n'ai pas quel chiffre. Probablement qu'à 65 ans, j'arriverais, ça vaut 130 000, puis à 60 ans, avec les probabilités, ils prendraient les mêmes tables, là, OK? Donc, le 130 000 donnerait peut-être 80 000. C'est vous quoi, le 50 000, là? C'est pas de l'abstraction. Permission de le flamber, permission de le dépenser. Parce que c'est quoi? Si tu meurs jeune, donc que tu le perds, c'est pas grave parce que tu n'auras pas épuisé ton capital. C'est le contraire qui est possible. OK, assez parlé de ça. Deux choses que je veux vous rajouter. OK, je n'ai glissé un petit mot. Je ne vais pas dans le détail, ce n'est pas important pour vous, mais pour faire un sérieux calcul, quand on fait un choix entre l'anticipation du RQ à 60 versus 70 ou 75, il faut absolument donner du rendement à tes dollars. OK? Donc, on le fait dans la recherche. Puis disons que, je donne ça à l'échelle, quand on fait le calcul entre 60 et 65 ans, sans tenir compte du rendement sur l'anticipation, tu sais, celui qui le demande à 60 ans, le point de différence mathématique, arithmétique donne 75. Il passe à 83 ans quand je donne un rendement de 4 Donc, c'est quand même, là, tu sais, ça change la donne. D'accord? Mais quand je vous parle de 90 de gains puis des trucs comme ça, je tiens compte de ces rendements-là. Puis aussi, ça a une influence beaucoup moindre, puis ça va dans l'autre sens, mais l'indexation a le petite influence. L'indexation, c'est l'idée de dire que le RQ, peu importe quand est-ce que tu le demandes, il va augmenter à chaque année, en gros, de l'inflation. Ça va? Donc, on a tenu compte de tout ça. OK pour les régimes provinciaux. Donc, ça va. C'est toutes des choses qu'on a déjà dites. OK. Comment se calcule le RQ? C'est vraiment, vraiment pas important de le connaître en détail, de faire un calcul détaillé de ça. Juste l'idée générale, d'accord? Donc, l'idée générale, c'est que tu as des gains qui sont admissibles à chaque année. Ton gain admissible, là, pour le commun des mortels, c'est le plus petit de ton salaire, moins le plafond de ton année. En 2025, avec le régime de base, on est à 71 300 puis 88 200 pour le régime supplémentaire. OK? Donc, ton gain, ton gain admissible, c'est le moindre des deux. D'accord? Donc, ce que tu fais, c'est que tu regardes ta période cotisable au RQ. Ta période cotisable commence pour tout le monde ici à 18 ans. Tout le monde à 18 ans, il y a l'ouverture de la période cotisable. Puis ça va durer jusqu'au moment où tu demandes ton RQ. Donc, tu sais, je fais les grandes lignes, là, il y a plein, plein de petits détails là, autour de ça. Donc, si je le demande à 65 ans,
j'ai 47 années de cotisation. OK? Donc, pendant ces 47 années-là, je regarde mon gain admissible, donc le moins du plafond versus mon salaire ou mon revenu d'entreprise sur lequel j'ai cotisé du RQ. Je le mets en dollars d'aujourd'hui, d'accord? Puis je fais la moyenne de tout ça, puis je fais fois 25 d'accord? Je retire 15 de mes moins bonnes années. Dans le calcul, je retire 15 Donc, j'ai commencé à 18 ans, je n'ai pas travaillé avant que j'aille 25 ans, pas une heure travaillée, mais je peux encore avoir le maximum parce que si je cotise au maximum à partir de 25 ans, en dehors d'aujourd'hui, jusqu'à 65 ans. Bref, on peut retirer 15 des moins bonnes années sur 47 années. Entre 65 et 18, ça donne 7 années. Okay? Mais ce qui est important de retenir là, pour l'idée macro, c'est que ça vise à remplacer 25 okay? Donc, c'est fois 25 donc, ton salaire moyen en dollars d'aujourd'hui sur toutes tes périodes cotisables fois 25 ça va te donner la rente auquel tu as droit référent à 65 ans. OK? Bon, il y a eu une réforme qui a commencé en 2019 qui va être terminée juste à temps quand vous allez être rendu à la retraite en 2065. Puis l'idée, elle est excellente, OK? Vu que c'est une épargne forcée, sans tentation, bien, on a augmenté la couverture. Donc, c'est pour ça que le taux du régime de base, passé de 4 à 6,4 par exemple, il a augmenté beaucoup dans le temps, mais la dernière augmentation n'est pas due à un déficit actuariel, est due à une modification de l'objectif. On ne veut plus remplacer 25, on veut remplacer 33 et un tiers. OK? Donc, on va remplacer le RQ, la rente va remplacer 33 et un tiers de vos revenus, mais comprenez, en dollars d'aujourd'hui, éventuellement jusqu'à 91 200. Fait que si tu fais plus que ça, ce n'est pas couvert par la couverture souhaitée par le RQ. Fait que, entre 2025 et 2065, c'est du prorata là, par rapport. Je suis à 25 non, je ne suis plus à 25 mais je ne suis pas encore à 33 et un tiers. Vous comprenez? À 2065, on va être complètement rendu à 33 et un tiers de vos revenus cotisés, vos gains admissibles. OK. OK, là-dessus, ce que je veux vous dire, le régime des rentes du Québec qui est géré par l'organisme Retraite Québec a d'autres produits ou d'autres objectifs ou d'autres déclinaisons que la rente de retraite. OK? Je veux juste vous les dire au passage rapidement sans aller dans le détail. Bon, il y en a un qu'on peut s'attarder un petit peu plus, c'est qu'en cas de retraite, quand on est un couple, marié ou pas marié, marié ou conjoint de fait depuis 3 ans, si je décède en premier, il est possible que jusqu'à 60 de ma rente de RQ soit transférée à ma conjointe survivante. OK? Le calcul est complexe. Ce n'est pas automatiquement 60 de plus, parce que globalement, le conjoint ou la conjointe survivante ne peut pas dépasser le 17 196. Vous comprenez? Donc, ça dépend, c'est du cas par cas. Donc, dans le cahier de recherche qui milite pour le report, plutôt que l'anticipation, on n'a même pas tenu compte de cette idée-là, qui est quand même très réelle. Ça va? Bon, il y a aussi un volet invalidité, donc avant 65 ans, si tu deviens invalide, le RQ couvre une partie, une rente qui est possible. Ce n'est pas pour les fins du cours, là, je vous dis ça de même. Puis en cas de décès, ben, ta succession va recevoir 2500. Ça, d'après moi, ça n'a pas bougé depuis 1966, l'année de l'instauration du régime de RQ. OK, donc, voilà. Régimes fédéraux. D'accord? Alors, pour les régimes fédéraux, ce que je veux vous dire, euh, je veux surtout vous parler de la pension de sécurité de vieillesse. C'est sûr que je vais vous parler rapidement parce que les réflexes, l'optimisation, la logique, les choix du RQ, ben, c'est un peu la même chose qui se passe avec la PSV, mais c'est moins spectaculaire parce que la bonification n'est pas à 8,4. Tu ne peux pas l'anticiper avant 65 ans. Donc, tu sais, tu pourrais avoir le même genre de raisonnement, mais il faudrait refaire les calculs. On ne les a pas fait les calculs pour la PSV. Donc, la PSV, je l'ai dit, tu respires, tu es Canadien, ben, tu es Canadien, tu as vécu au Canada, tu as 65 ans, tu reçois 8 732 en 2025. Essayez pas de le concilier, le 8 732,
ça change aux 3 mois. Donc, le 8 732, c'est probablement la pension de sécurité vieillesse que j'ai calculée pour janvier, février, mars 2025. J'ai fait x12 là, ou x4 pour les 3 mois. Donc, 8 732. Depuis à peu près 10 ans, il y a une majoration de 10 de ce montant-là à partir de 75 ans. Ça, je n'ai jamais tenu compte dans mes calculs. C'était une mesure électoraliste de Justin Trudeau il y a à peu près 10 ans. Je ne sais pas si ça va durer. C'est peut-être le genre de place qui vont couper, peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui est important, là, vraiment, ce qui est important de retenir là, quand on parle de PSV, c'est qu'on appelle ça un régime universel. Ça a déjà été universel dans le sens que je fais 3 millions de revenus, j'ai 65 ans, j'ai de la PSV. OK? Bon, à un moment donné, il y a assez longtemps, il y a quelqu'un qui s'est dit ça n'a pas trop d'allure de garder un fonds, un filet social pour quelqu'un qui gagne 3 millions, 2 millions. On va mettre un montant raisonnable à partir duquel on va commencer à couper la PSV. Donc, ce chiffre-là, il change à chaque année, il est indexé. En 2025, il est de 93 454. Fait qu'en gros, cassez-vous pas la tête avec la définition revenu net, revenu imposable. En gros, avec le revenu fiscal, OK, après déduction du REER, s'il y a une déduction de REER, malgré que tu es à retraite, d'accord? À partir de 93 454 de revenus, on va enlever 15 cents dans la pièce de PSV. Fait que là, c'est juste de l'arithmétique. Si tu te rends à 151 668 de revenus, incluant la PSV, là, OK, tu arrives à zéro. Tu n'as plus de PSV. Donc, quand tu es en mode planif de retraite, un endroit, pour certaines personnes, où il y a un enjeu, c'est de dire, est-ce que je peux structurer mon décaissement de retraite d'une manière que je n'irai pas au-delà de 93 454. C'est sûr que si ton train de vie, tu es célibataire, tu es à retraite, c'est 250 000, il n'y en a pas de planif à faire légal. OK, on s'entend? Si ton train de vie de 250 000, ça prend du revenu imposable, bref. Mais quand tu es dans la zone, il y a des choses intelligentes, intéressantes à faire. Et c'est là que tu es content d'avoir du CELI à place du REER et du REER. Puis là, tu décaisses du CELI un peu avant. Puis, il y a des calculs à faire pour ne pas rester trop dans la zone de perdition de la PSV. Question là-dessus sur la pension de sécurité de vieillesse? Ça va? Donc, c'est pas trop compliqué à ce niveau-là. La dernière chose que je veux vous dire, c'est quelques mots sur le supplément de revenu garanti. Quand même, de ne pas en parler du tout, ça ne serait pas correct jusqu'aux dernières nouvelles, puis ce n'est pas si facile d'avoir l'information, mais dépendamment dans quelle province, etc., puis même au Québec, mais aux dernières nouvelles, l'ordre de grandeur des Québécois qui touchent, je ne dis pas qu'il y a le maximum, qui touchent au supplément de revenu garanti, c'est pas loin de 40 OK? C'est entre 35 et 40 qui touchent des dollars de supplément de revenu garanti. C'est un régime de première nécessité, OK, à la base. Ça va? Donc, quelqu'un qui aurait le maximum de supplément de revenu garanti, c'est à 65 ans aussi, puis il n'y a pas de report, ce n'est pas dans la logique de report du tout, c'est 13 043 Ça va? Fait que faites 13 043 plus 8 732, 21 022. Si tu es dans simplicité volontaire, puis en dehors d'aujourd'hui, tu dis à la retraite, je vais pouvoir vivre avec 22 000, pas obligé d'épargner, le filet social, il tient. OK? Mais bref, 13 043, on coupe 50 cents dans la pièce pour chaque dollar gagné. OK? Autre la PSV, évidemment, autre que le supplément de revenu garanti. Il y a une petite exception pour le revenu d'emploi pour encourager les personnes de 65 ans et plus à dire bien là, je vais aller travailler parce que je ne me ferai pas couper mon supplément de revenu garanti. Parce que comprenez que ça déforme l'impôt. Là, je veux dire, quand on regarde l'impôt sur le revenu, plus les autres avantages que tu perds, quand tu as 65 ans, tu as du supplément de revenu garanti, je te dis que ça fait un gros taux d'impôt pour aller faire 5 000 chez Rona. Mais heureusement, le premier 5 000 n'est pas compté dans les revenus qui réduisent le supplément de revenu garanti. Puis, entre 5 000 et 15 000, on enlève seulement 50 du montant du revenu. Bref, il y a moyen de tricoter autour. Tu sais, quelqu'un qui a vraiment tout fait sa planification autour, moi, mon but dans la vie, c'est de toucher le supplément de revenu garanti, peut s'en sortir avec peut-être des revenus de 30 000, 35 000, presque 40 000 s'il a mis de l'argent dans ses CELI, parce que quand on ressort le CELI, ça n'influence pas. Bref, McSween en parle souvent, la fiscalité est beaucoup axée sur les revenus, mais pas axée sur les actifs pantoute. Fait que tu peux un peu jouer avec des actifs qui déclenchent moins d'impôts que d'autres. OK, 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 OK. Il est
13h30. OK. Fait qu'on se laisse là-dessus. On prend 15 minutes cette fois-ci. 13h45, on reprend ça avec régime de retraite auprès des employeurs. Suspend. OK, on y va. Alors, je vais faire quand même la lecture pour vous donner un petit peu d'indices sur ce que j'ai voulu dire dans l'énoncé. Alors, aujourd'hui, on est le 30 septembre 2020. Luc est à l'emploi de Unix depuis 1993. Participation au régime immédiate au 1er janvier, dès qu'il commence à travailler. C'est simplement la notion que souvent, quand on commence, il y a un employeur ou il y a un régime de retraite à cotisation déterminée ou prestation déterminée, comme une période avant qu'on commence la contribution, la participation. Donc, la participation, ça veut dire on a commencé dès le départ à prendre des cotisations de Luc, puis l'employeur a versé des cotisations probablement équivalentes. Donc, dès le départ. Donc, l'année de participation et l'année de service, c'est la même chose dans le cas de Luc. Okay? Mais je ne ferai pas ces nuances-là nécessairement dans un examen, mais c'est pour votre information. Il souhaite prendre sa retraite cette année, en 2020, le 31 décembre. Il est présentement âgé de 55 ans. Son anniversaire est le 31 décembre. Le mode de calcul de sa rente issu du RPA à prestation déterminée est défini comme suit. Donc, évidemment, c'est organisé avec le gars des vues. Là. Il a commencé le 1er janvier. Il demande sa retraite le 31 décembre. Sa fête, c'est le 31 décembre. Bingo, tu sais, bon, c'est pas comme ça dans la vraie vie, là, mais pour simplifier les calculs. Alors, comment la rente du RPA à prestation déterminée se calcule? Tous les régimes sont différents, mais la mécanique de base est très similaire de l'une à l'autre. On garantit la prestation. La cotisation est déterminée, mais elle pourra fluctuer dans le temps. On vous apprend en comptabilité financière que la responsabilité, c'est l'employeur, c'est un déficit actuariel, mais on pourrait en parler aux policiers et aux pompiers, ils ont eu à renégocier ces choses-là. C'est vrai théoriquement, mais en technique ou dans la vraie vie, ça peut devenir une joute d'influence ou une joute de négociation quand même. OK? Mais oublions la petite parenthèse, le RPA à prestation déterminée, on détermine comment va être payée ta rente. Typiquement, c'est le nombre d'années de participation. Donc, j'ai participé au régime pendant 15 ans, pendant 20 ans. Donc, ça me fait gagner, comme futur retraité, un pourcentage de rente à chaque année. Typiquement, ça peut être 1 1,5. Les plus généreux qui rentrent dans l'abri fiscal, c'est 2 Il y en a qui sont plus élevés que ça, mais là, il y a un bout imposable qui sort de l'abri fiscal. Bon, ce n'est pas important, mais donc 2 c'est vraiment un bon régime. Alors, quelqu'un comme Luc qui a travaillé 28 ans, qui a participé pendant 28 ans, de 2020 à 1993, mais il a commencé le 1er janvier puis il prend sa retraite le 31 décembre. Il y a 28 années de participation fois 2 de rente acquise à chaque année, on est à 56. Fois quoi, Marc? Fois les 5 dernières années, fois les 5 meilleures années, fois les 3 dernières. Là, ça change, mais c'est tout le temps une moyenne des dernières années. Pourquoi les dernières années? Pour être pleinement indexé, être à jour dans la valeur de l'argent dans le temps. En gros, c'est ça l'idée. Alors, dans le cas de Luc, c'était un calcul sur les 5 dernières années, quelle était la moyenne de son salaire. Ça donne 60 000. Donc, à quelque part, sa rente de départ avant autre attribut, autre variable, sera de 28 années fois 2 fois 60 000. Ça va donner la rente de départ. Maintenant, il y a possibilité d'anticiper la rente, comme Luc, mais d'avoir des pénalités actuarielles qui vont s'appliquer. OK? Typiquement, il y a 3 critères, puis on choisit le critère qui me permet de ne pas avoir de pénalité ou qui donne la pénalité la plus faible. Donc, choisis le meilleur des 3 critères. Typiquement, c'est l'âge au moment de la retraite. Ça, c'est un des critères. On n'est pas obligé des 3, on prend le meilleur. OK? Fait que là, dans le cas de Luc, s'il était âgé de 60 ans au moment de la demande de sa rente, il n'aurait pas de pénalité actuarielle, mais il a 56 ans. 60 moins 56, ça fait 4 années de non-conformité fois 5 par année. Le contrat est fait comme ça. Donc, on aurait une pénalité de 20 Est-ce qu'on peut faire mieux? Il faut regarder. Deuxième critère, c'est le nombre d'années de service, pas de participation, de service. Dans le cas de luxe, ça ne change rien.
c'est 28 années de participation, 28 années de service. Alors ici, on s'en va dans la mauvaise direction. Il y a 5 années de non-conformité, donc on est à 25 %. Où on peut sauver la mise, ici, c'est le facteur combiné, c'est-à-dire on va additionner le nombre d'années de service avec l'âge du retraité. Donc, pour Luc, 56 ans plus 28, ça fait 84. Puis on le compare ici, le chiffre qui est là, des fois c'est 87, des fois c'est 85, des fois c'est 88. Ça dépend de la convention de ton régime de retraite. Ici, c'était 86, donc 28 plus 56, ça fait 84. Compare à 86, 2 années de dérogation, ça donne donc 10 %. Alors, c'est ce que je vous expliquais. On va le voir tantôt, là, mais je veux juste le dire, de prendre de l'avance. Le 10 de pénalité actuarielle parce qu'il a décidé de prendre sa rente, Luc, à 56 ans et non pas attendre à 60 ans, par exemple, ça va être là du début à la fin, jusqu'à son décès. C'est ça la pénalité, c'est d'être pris avec ta décision jusqu'à la fin. Donc, ça devient vraiment un enjeu financier. Tu fais tes calculs, puis tu décides d'y aller ou pas. Luc a décidé d'y aller avec cet objectif de retraite-là, de la prendre à 56 ans au 31 décembre. OK. Quelle autre information qu'on donnait ici? OK. La synchronisation du RQ s'applique au régime à compter de 65 ans. Alors, tous les RPA ou à peu près, à prestation déterminée, ont une clause de synchronisation du RQ qui fait en sorte que la rente va être réduite d'un calcul. Okay? C'est un calcul technique, là, on va bien savant, on va le regarder, c'est vraiment une machine à saucisses, cette affaire-là, mais on va essayer de le rendre, de le comprendre quand même. OK? On va en jaser. Donc, c'est à 65 ans que la synchronisation se passe. C'est écrit dans le contrat. Pas à 60 ans, pas à 62, pas à 68 ans, pas au moment où le retraité demande son RQ à 65 ans pour tout le monde. Peu importe, tu demeures libre de prendre ton RQ quand tu veux. La synchronisation va se faire à 65 ans. OK, Luc demandera son RQ à 60 ans dans l'histoire. Son maximum de gain admissible au RQ moyen est de 54 000. Ça, c'est une information que je vais vous donner qui est importante pour calculer le calcul de la synchronisation du RQ. OK? Donc, on reparlera de ça tantôt. Bon, là, je vous dis quelle sera la rente provenant du RPA à prestation déterminée à 56, à 60, à 65. Il prend sa retraite à 56 ans, peu importe. Puis après ça, je vous dis, on va rajouter l'effet de la pension de sécurité de vieillesse puis du RQ dans le calcul, mais c'est le début qui m'intéresse. Alors, première photo, celle de la détermination de la rente pour Luc, la première année, l'année où il atteint 56 ans puis il prend sa retraite. Premier calcul, c'est ce que je vous ai dit. 2 acquis par année de participation, 28 années de participation, puis dans son cas, c'était la moyenne des 5 dernières années qui était donnée. Je vais vous donner ce genre d'informations-là. 60 000. Donc, la rente qu'il aurait touchée s'il avait 60 ans, sans pénalité actuarielle, aurait été de 33 600. Mais parce qu'il a demandé la rente à 56 ans, il y a une pénalité actuarielle. Je viens de vous le dire comment on fait le calcul. Donc ici, c'est le fameux 10 fois 33 600. Donc on retranche 3 360. À 56 ans, votre synchronisation, il n'y avait même pas de tentation, il n'y avait même pas de possibilité pour vous d'imaginer, peut-être qu'il y aurait une synchronisation. C'est plus pour la prochaine photo que je me garde cette tentation-là. Alors ici, évidemment, il n'y a pas de synchronisation. Il y a 56 ans. Puis de toute façon, on a dit que la synchronisation, c'était dans le contrat de rente, c'était à 65 ans, peu importe le moment où il choisit de demander son RQ. Alors, la rente en dollars d'aujourd'hui, pour Luc, la première année est 30 240. Ça, c'est la première étape. Après ça, je vous disais, restons avec le même scénario qu'il prend sa retraite à 56 ans, mais allons voir une photo à 60 ans, 4 ans plus tard. Indexez pas, mélangez pas les affaires, juste gardez ça simple. Juste voir les variables pénalité actuarielle, la variable synchronisation. Juste voir qu'est-ce que ça donne à 60 ans. C'était ça le but de vous poser une question statique comme ça. Prends sa retraite à 56, photo à 56, photo à 60, photo à 65. Alors j'y arrive. C'était comme un genre de piège, mais ce n'était pas pour faire un piège. C'était pour regarder les variables. D'accord? Donc, on part avec le même calcul. La rente normale, c'est 2 fois 28 années fois 60 000, 33 600. Là, la discussion commence à être intéressante.
est-ce qu'il y a une pénalité actuarielle à calculer? Là, il est rendu à 60. Quand je regarde les critères, à 60, il n'y en a plus. C'est ce que j'ai dit 4-5 fois là, depuis tantôt. C'est ça l'enjeu d'une pénalité actuarielle. C'est de pénaliser quelqu'un qui prend une rente hâtivement et pénaliser pas juste la première année, pas juste la deuxième, tout au long de sa vie de retraité. C'est la même logique que je vous ai dit pour le 60 ans versus 65 pour le RQ. Fait que la pénalité, elle reste. Là. OK? La tentation était très forte. J'ai vu quand même beaucoup, beaucoup de monde qui enlevait la pénalité. C'est correct. Ouais, mais il faut le comprendre. Qu'on ne l'enlève pas, elle reste là. J'ai pris ma décision de prendre une rente hâtivement avec ces conséquences-là. Et l'autre variable que je voulais voir, et ça, je vois des planificateurs financiers faire ça, planificatrices financières. Il y a des gens qui confondent synchronisation du RQ avec moment où je demande le RQ. C'est bien plus simple que ça. La synchronisation du RQ qui vient retrancher à la rente se calcule à un âge précis, inscrit dans le régime de rente, dans le contrat, puis ça ne bouge pas, peu importe quand tu demandes ton RQ. Ça, il y a des gens là, qui mélangent ça. Ah, tu vas demander ton RQ là, à cet âge-là parce que la synchronisation va. Ça n'a aucun rapport. C'est deux. Ça, c'est en silo. C'est deux choses complètement différentes. Donc, ici, malgré que Luc a pris la mauvaise décision, c'était dans l'énoncé de demander son RQ à 60 ans, il n'y a pas de synchronisation du RQ à 60 ans, ça va se faire à 65 ans. Donc, c'est pour ça que je posais la question là. Je voulais voir comment vous étiez pour être tenté ou pas de faire un calcul ici. Ça va? OK, donc on est à 30 240. C'est la même rente qu'on avait à 56 ans. Peut-être qu'elle a été indexée, on ne sait pas, ça dépend du régime de retraite. La plupart sont indexés, mais ils ne sont pas tous indexés. Puis ils ne sont pas tous, surtout, pleinement indexés. C'est souvent hybride, les régimes de retraite. Même les bons, là, c'est rarement pleinement indexé comme la PSV, comme le RQ. OK, maintenant, à 65 ans, bien là, évidemment, le début, c'est pareil, mais là, on synchronise. OK? Donc, la synchronisation, c'est vraiment un calcul technique. C'est 0,7 de 1 fois le nombre d'années de participation fois le moindre de la moyenne des gains maximum admissibles du RQ. Ça, je vous le donne, 54 000, ou le salaire qui a été utilisé pour calculer la rente, 60 000. OK? Donc, juste à prendre les chiffres qui étaient donnés. Je vais prendre le moindre du salaire qui a été utilisé pour calculer ma rente, 60 000, ou le plafond du RQ est rendu à combien, la moyenne des 5 dernières années. Mais ça, je vous le donne, mais sachez quoi faire avec. Évidemment, l'idée derrière ça, c'est de dire, si mon RQ se calcule sur un montant pas plus élevé que 54 000, j'ai bien beau faire 200 000, ne viens pas me réduire ma rente d'une synchronisation de RQ calculée sur 200 000. Le RQ, le 25 de remplacement, il est bloqué. C'est ça la logique derrière ça. Puis même si j'allais plus loin, la logique du 0,7 de 1 ça a l'air un peu nébuleux. Il y a une certaine réflexion. Si tu fais 35, c'est quasiment la numérologie là, que je fais, là. Si tu fais 35 années fois 0,7, ça donne quoi? Ça donne 25 25 c'est quoi? C'est le taux de remplacement du RQ qui était souhaité dans le régime initialement. OK? Ce n'est pas un hasard, c'est vrai là, ce que je vous dis. Alors ici, 0,7 de 1 fois 28 fois 54 000, ça donne une réduction de 10 584. OK, je vais en reparler tantôt, mais c'est important que je vous en parle tout de suite. Les gens confondent la synchronisation. C'est mal compris, la synchronisation. C'est compliqué à comprendre. OK? Je veux juste vous dire que la synchronisation du RQ, ça ne veut pas dire que vous aurez plus votre RQ. Votre RQ est autonome, puis elle reste là, puis elle se calcule selon vos revenus gagnés pendant les 47 dernières années, moins les 15 fois, tu l'as-tu demandé à 64 ans ou à 68 ans. Bon, ça se calcule d'une part. Ce qu'on retranche à la synchronisation, c'est le montant de la rente, okay, du RPA de prestation déterminée. C'est ça. Donc, on ne touche pas au RQ, on réduit la rente à 65 ans parce que normalement, tu aurais le droit de demander ta rente de RQ. Et théoriquement, si tu as travaillé toute ta vie, 35 ans, comme j'ai dit tantôt, pour cet employeur-là, la synchronisation va donner à peu près l'effet de ta rente. Il y a un lien. Bon, là, je suis rendu loin là, dans mon histoire. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre exactement ce que je raconte ici. Mais ce qui est important, conclusion, c'est que le RQ ne bouge pas par rapport à la synchronisation. C'est la rente qui bouge par rapport à la synchronisation. Ça, c'est important que tout le monde sache ça. Voilà. Alors,
c'est parce que je veux faire un point là, avec ça. Après ça, je vous demandais quel sera l'état des liquidités globales, là, en incluant les rentes des régimes publics pour Luc à 56, à 60 puis à 65. Compte tenu, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de réel, il n'y a pas de CELI. Fait qu'évidemment, de 56 à 59, il va y avoir 30 240. De 60 à 64, il va y avoir 41 254 parce qu'il va avoir son RQ amputé de 36 de pénalité, 7,2, 7,2, 7,2, 7,2, 7,2. Il va y avoir 41 254. Et à partir de 65 ans, il va y avoir une rente de 19 656 à cause de la synchronisation. Il va y avoir une RQ de 11 000 plus la PSV, donc il va arriver à 39 000. Ça, c'est s'il avait, ou comme je vous avais dit, demandé le RQ à 60 ans. S'il l'avait demandé à 65 ans, à quoi ressemblaient les liquidités? Je vous dis ça parce que ça me tente de vous montrer ça. Donc, le 17 196 apparaît. Ça augmente évidemment toutes les années futures, là, de 65 jusqu'à son décès. On en a parlé en masse. Mais évidemment, de 60 à 64, ça le fait chuter. Donc, c'est là que je vous dis que ça vaut la peine de combler le manque à gagner. On peut penser que le train de vie pour Luc, il est peut-être de 45 000, il est peut-être de 40 000, peut-être de 42 000. Je ne le sais pas. Mais c'est le décaissement qui doit balancer avec son train de vie, puis il faut que son train de vie soit réaliste par rapport à sa capacité. Donc, dans mon exemple, il aurait dû avoir des REER, des CELI pour qu'il puisse retirer, pour pouvoir combler les années de 56 à 64, pour niveler ça à 45 000, puis pouvoir faire le bon choix, comme on a vu avant la pause, amplement, le bon choix de demander le RQ à 65 ans. C'est là que ça se passe. Et là, je vais juste revenir à quelque chose d'avant. OK. Là, j'arrive avec une question vraiment difficile, complexe. C'est rare que les gens réussissent à trouver la réponse, mais j'essaie quand même de la poser. Pas pour ou contre la synchronisation du RQ, on n'a pas le choix. Pourquoi la synchronisation du RQ? Dans vos mots. Ça fait 4 cours qu'on a. On entend le raisonnement, la logique de finances personnelles. Il n'y a rien de gratis. Des taux d'intérêt cachés à zéro, ça n'existe pas. OK? On comprend tous que tout a un coût financier. D'accord? Donc, pourquoi jusqu'à 64 ans, on me donne une rente de 30 240, puis tout d'un coup, à 65 ans, on me donne 19 156. Des voleurs, ça? C'est écœurant, pas de bon sens. Pourquoi? À cause de la synchronisation. Puis c'est quoi ça, la synchronisation? On me vole de l'argent. Disons votre client, il vous parle de même. Qu'est-ce que vous allez expliquer? Pose la question. Pensez en financier, pensez en grand financier. Pourquoi la synchronisation du RQ? Pourquoi on fait baisser la rente? J'aimerais mieux avoir une rente à 30 240. OK? Mais au lieu de me coûter 9 de cotisation employé, 9 employeur, ça me coûterait 12 je ne suis pas un actuaire, maintenant je ferai un calcul actuariel. Ça me coûterait 12 de cotisation employé-employeur. Tout un coût. Donc, le fait de pouvoir avoir une synchronisation, réduire les rentes à partir de 65, ça enlève du stress sur le coût de financement du régime de retraite. Vous comprenez? Puis, je rajoute, on n'a pas vraiment besoin, puisque c'est l'âge normal où la RQ arrive, puis la PSV arrive. D'ailleurs, regardez, j'ai plus d'argent ou presque à 65 ans. Puis j'avais vraiment fait le choix, excusez, j'avais vraiment fait le choix de le demander à 65 ans. Vous comprenez que j'aurais eu plus d'argent à 65 ans et plus, malgré la synchronisation. Donc, c'est bien important que vous compreniez et que vous écoutez le client. Ils ne se font pas voler. Ce n'est pas quelque chose de malhonnête. C'est pour réduire. Puis si le client il est vraiment boqué et il dit tu es cohérent de me faire baisser ça, bien, tu lui dis ben, tu le prends d'avance 20 ans avant qu'il arrive à choquer pour ça. Puis tu lui dis la différence entre le 12 je t'ai calculé, le 9 épargne-les, mets-les dans ton CELI, puis tu vas leur retrouver ta rente de 30 240. Okay? C'est tout ça, c'est tout le temps du financier, c'est tout le temps les actuaires. C'est tout le temps ça. C'est actuariel. Fait que voilà pour la synchronisation du RQ. Euh, alors, ça clôt un peu ce que je voulais dire. On continue, le cours n'est pas fini, là, c'est sûr. Mais le RPA à prestation déterminée. Vous comprenez que de tous les régimes de retraite, c'est vraiment la bibite la plus bizarre, la plus différente. Un REER,
un CELI, un RPA à cotisation déterminée, un régime volontaire d'épargne retraite, c'est tout un peu la même mécanique. Tu cotises, peut-être que mon employeur cotise, puis ça fait un magot au moment de ma retraite, l'étape 4 de la semaine 2. OK? Fait que je suis tributaire à quelque part des rendements. Je ne sais pas quel genre de rente exact je vais pouvoir me payer parce que je ne sais pas exactement quel genre de capital je vais avoir accumulé au moment de la retraite. Je vais avoir une idée par rapport à mon effort d'épargne, mais je ne connais pas assurément tous les rendements que je vais avoir. Candice, le RPA à prestation déterminée, c'est garanti. La rente, on t'a donne. Puis on t'a déterminé d'avance comment on le calculait. Alors, bon, il y a un paquet d'affaires dans ce comparatif-là. Qu'est-ce que j'ai le goût de vous dire là-dessus? Où on veut comparer RPA à cotisation déterminée, RPA à prestation déterminée. Je pense que l'essentiel de ce que je voulais vous dire, c'est ce que je viens juste de vous dire, c'est que le RPA, cotisation déterminée, pensez REER. Ce n'est pas un REER, mais ça se comporte pareil. Tu cotises, puis le jour 1 de ta retraite, tu ne sais pas comment tu vas avoir. Okay? Tu as une idée. Tu as une idée. Tu as une idée. Ce n'est pas des régimes de retraite qui ont des gros rendements qui fluctuent sur une longue période. Là, okay? C'est des gestionnaires chevronnés puis qui prennent un risque modéré, là, qui répartissent le risque, etc. Tandis que le RPA à prestation déterminée, c'est une autre bête. Pour les deux, ces deux RPA-là, je l'ai dit tantôt au tout début, c'est lourd comme législation, c'est complexe à mettre en place et c'est le gouvernement, le parapublic et les grandes compagnies, les grandes organisations qui mettent en œuvre des régimes complémentaires de retraite, que ce soit cotisation déterminée ou prestation déterminée. Okay? On comprend que prestation déterminée, on va me payer jusqu'à ma mort, même si je bats le record de Jeanne Calment à 115 ans. On va payer jusqu'à la fin. Si j'ai un RPA à cotisation déterminée, si je me rends à 115 ans, il ne m'en restera plus, je n'aurai plus d'argent. OK? 115 ans, j'exagère, mais à 96, 98, 97, 95, 90, peut-être, dépendamment comment on a fait notre planification de retraite. Donc, ça, c'est important de comprendre cette nuance-là. Je vais revenir là-dessus tantôt. Alors maintenant, on va parler, j'ai quelques acétates, juste vous parler un petit peu de RPA à cotisation déterminée, puisqu'on a parlé beaucoup du RPA à prestation déterminée. Je viens de vous donner pas mal l'idée de départ, mais je vais en mettre plus dessus. D'accord? Donc, le RPA à cotisation déterminée, c'est un régime de retraite que tu as auprès de l'employeur. C'est un régime complémentaire de retraite, donc avec plein d'obligations, plein de contrôles. Les régimes ne sont pas accessibles par l'employeur. C'est une fiducie, c'est complètement géré à part par des gestionnaires. Ça va? Mais ce qui se passe, c'est que avant 55 ans, tu ne peux pas y toucher, ça, c'est certain. OK, il y a là, je vois avec les grandes généralités. OK, il y a des exceptions, il y a toutes sortes de petites courbes qu'on peut faire. Mais en gros, un RPA à cotisation déterminée ou un RPA à prestation déterminée, à cause du régime complémentaire de retraite, la loi qui chapeaute ça, tu ne peux pas vraiment y toucher. C'est immobilisé avant 55 ans. Si on vient avec mon exemple de RPA à cotisation déterminée, à 55 ans, tu peux y toucher. OK? Tu as deux choix. Un peu comme quand tu as un REER et tu arrives à 71 ans, tu as deux choix. Ici, ton choix, à partir de 55 ans ou à partir du moment où tu prends ta retraite, c'est soit t'acheter une rente viagère auprès d'une institution financière, donc dire ça vaut 888 000 mon RPA cotisation déterminé. Je donne à l'institution financière 888 000, puis je lui dis ça me donne une rente de combien jusqu'à mon décès. Okay? Rente viagère qui va m'être payée jusqu'à mon décès. Donc, viagère, c'est comme RQ, jusqu'à mon décès. Viagère, c'est comme RPA à prestation déterminée, c'est jusqu'à mon décès. Mais si je fais le choix de dire fonds de revenu viager, bon, c'est une terminologie qui ne coupe pas les rues, là, vous n'avez pas nécessairement entendu ça bien souvent, ce terme-là, pensez faire. C'est la même mécanique qu'un fer. Donc, tu continues à gérer ton risque, tu continues à te soumettre à des fluctuations de marché, assisté ou pas par des conseillers, etc. Mais tu es responsable, puis il est possible qu'il en manque. Tu ne couvres pas ton risque de longévité. Si tu as fait une planification jusqu'à 90 ans, puis tu meurs à 98, bien, il n'en restera plus dans ton fonds de revenu viager. Ça va? Donc, vous comprenez, c'est deux écoles de pensée. Ou bien, puis tu peux faire un mix. Tu peux mixer. Okay? Donc, tu prends ta retraite, tu regardes la valeur de ton RPA à cotisation déterminée, tu peux en avoir une partie en rente viagère, puis une partie en fonds de revenu viager. Toutes les mix sont possibles.
Donc, c'est ça. Je veux juste l'illustrer ici. C'est important de comprendre ça, l'achat d'une rente viagère. C'est que tu regardes le capital accumulé dans ton RPA à cotisation déterminée. Tout ça ne se pose pas comme question avec un RPA à prestation déterminée. Le RPA à prestation déterminée continue à être géré par une fiducie, mais qui t'en vient avec ton employeur. Tandis que quand c'est un RPA à cotisation déterminée, tu t'en vas avec le magot, puis là, you're on your own. C'est toi. Toi qui gères ton affaire. Si tu achètes une rente viagère, ben là, tu ne gères plus grand-chose, tu reçois un montant. Mais si tu as un fonds de revenu viager, tu continues à gérer. Fait que si tu achètes une rente viagère, c'est que tu vas prendre ton capital de ton RPA à cotisation déterminée au jour 1 de ta retraite, tu vas transférer ça à une institution financière qui va te donner un rendement, petit rendement, c'est des petits rendements. L'habitude, rente viagère, le rendement caché, 3-4 mais comprenez-vous que 3-4 ça, c'est si tu meurs à 87 ans, mais si tu meurs à 100 ans, ton rendement est élevé. Là. Bon, vous comprenez, c'est ça un peu le risque. Puis, à contrario, c'était peurant une rente viagère d'une certaine façon d'envoyer 888 000 à Manuvie, puis dire ouais, si je meurs dans 11 ans, il ne reste plus une scène de ça parce que je suis décédé. Vous comprenez? Mais il y a toute une mécanique avec des conjoints qui rendent aux conjoints survivants, etc. Mais c'est quand même épeurant dans ce sens-là. Là. Tandis que si c'est un fonds de revenu viager, si tu as une mort hâtive, ben, il reste un gros capital que tu peux léguer aux enfants ou à la génération, à tes enfants. Donc, on échange entre individus et institutions financières, puis on reçoit une rente viagère jusqu'au décès. Okay? Fonds de revenu viager, tu accumules un fonds dans ton RPA cotisation déterminée, puis tu continues à gérer dans un régime de retraite. Ce qui est important de dire, c'est que comme le faire, il y a un retrait minimum. Je ne peux pas laisser l'argent dans le fonds de revenu viager, dire je le retire. Ça continue à être un abri fiscal. Je ne peux pas dire je ne veux pas retirer, je n'ai pas besoin, je continue à reporter l'impôt, j'ai 82 ans, parce que j'ai plein d'autres argent. À partir de 71 ans, le fisc s'impatiente et dit déclenchez-moi ça, la mécanique d'impôt. Comment on déclenche la mécanique d'impôt obligatoire sur faire un fonds de revenu viager? C'est qu'on dit à partir de 71 ans, tu as un retrait minimum. Tu peux retirer plus, mais tu ne peux pas retirer moins. Ce qui était différent jusqu'à 2025, début 2025, c'est qu'il y avait un retrait maximum. On te limitait un maximum sur ton fonds de revenu viager, ce qui n'existait pas sur le fer. Ça a sauté. Ça vient de sauter. Fait que là, on voit ici, ce point important, là, mais c'est les retraits minimums qui doivent être faits sur un fer ou sur un fonds de revenu viager, dépendamment de votre âge. OK. Pour les régimes complémentaires de retraite, là, je reviens à soit un RPA, prestation déterminée, soit un RPA, cotisation déterminée. Il y a des clauses qui sont obligatoires pour protéger, entre autres, les conjoints, d'accord? Puis protéger à quelque part aussi la valeur financière d'un actif qui a été acquis chèrement au cours de toute une vie professionnelle. OK? Vous comprenez que ça n'aurait pas de sens. J'ai un RPA à cotisation déterminée ou à prestation déterminée. Le jour 1 de ma retraite, j'ai fait évaluer ça, ça vaut 1 200 000, puis je meurs demain matin, puis ce 1 200 000-là servirait juste à financer ceux qui vont mourir à 101 ans. Ça serait un peu drastique, hein? Fait que toutes les RPA, soit cotisation ou prestation déterminée, sont obligés d'être réversibles, d'accord? C'est-à-dire avec une rente versée au conjoint, 50 minimum. OK? Donc, ça, c'est une clause obligatoire. Si tu es célibataire, c'est un montant forfaitaire qui va être remis à tes héritiers. Mais si tu as un conjoint, puis je reparlerai de ça plus tard quand on parlera des conjoints dans la session, si tu as un conjoint de fait, il est prioritaire. Tu ne peux même pas le sortir de cet engagement-là par testament. Donc, ce que je vais vous conter comme histoire, quand je vais la conter en détail, vous avez une nouvelle blonde, un nouveau chum, vous commencez votre retraite, puis après 3 ans de vie commune, vous êtes conjoint de fait, puis si tu décèdes, tu ne peux pas le mettre dans le testament des enfants, ça va au conjoint survivant. Ça, c'est comme vraiment bizarre, mais j'en parlerai plus en détail bien plus loin dans la session. Fait que réversible, il faut que la rente soit réversible au conjoint survivant, minimum 50 L'autre, c'est garantie 10 ans. C'est ce que je dis, protéger la valeur financière. Pas arriver avec un RPA, tu as accumulé toute ta vie, ça vaut 1 200 000, puis tu meurs après 2 ans. Tout bad pour toi, tout bad pour tes héritiers. On garantit pendant 10 ans la valeur d'une pleine rente à 100 qui serait versée. On fait un calcul actuariel, puis on donne ça aux héritiers. La notion, c'est
particulier ou peut-être les gens ne pensent pas ça, peut-être les gens peuvent être surpris de ça. On pourrait penser qu'un vrai régime de retraite digne de ce nom, c'est indexé au coût de la vie. Tu sais, je veux dire, moi, à 65 ans, 10 000 ce ne sera pas la même affaire que tu sais, à 85 ans, là, tu sais, évidemment, avec l'inflation. Bien, tu as vraiment des régimes, des RPA à cotisation déterminée, gérés par la loi sur les régimes complémentaires de retraite, qui n'ont pas d'indexation. Puis comme j'ai dit tantôt, la plupart ne sont pas pleinement indexés. Ça prend un cumulatif d'inflation d'un certain niveau pour déclencher la récupération peut-être de la moitié de cette inflation-là. Ça se fait de même normalement. Bien rare de dire, OK, l'inflation était de 3 ta rente est augmentée de 3 comme la RQ ou la PSV. Fait que ça, c'est facultatif. Voilà, donc c'est ce que je disais. Alors, je veux juste finir avec deux questions. Je me suis plus une ou deux. Je pense que c'est deux questions KO. Je les trouve intéressantes, sont comportementales. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Laissez-vous aller librement. Je suis curieux de voir vos réponses là-dessus. Quiz 2. Wow, wow, wow. OK, donc, allez-y, comme vous le sentez. Donc, on vous offre un RPA à prestation déterminée ou à cotisation déterminée. Vous décidez. Prenez quoi? OK. OK, prochaine question. OK, c'est que vous avez 700 000 dans votre REER, vous avez 71 ans. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez une rente viagère ou vous le mettez dans votre fer? Que vous comprenez ce qu'on vient de faire? Non? OK. On a fait une petite passe à la Kahneman-Tversky de la semaine 2. Quelque chose de comportemental qui n'est pas du tout cohérent. Quand je vous ai demandé est-ce que vous aimez mieux un RPA à prestation déterminée ou un RPA à cotisation déterminée, vous avez toute la mentalité de dire moi, je veux quelque chose qui est sécure, qui va me garantir un montant jusqu'à mon décès, que je meure à 72 ans ou que je meure à 102 ans. Vous avez été 29 qui voulaient un RPA à prestation déterminée, puis 3 qui voulaient un RPA à cotisation déterminée. Quand je vous ai dit, c'est vous qui avez ramassé l'argent. L'autre aussi, c'est vous qui avez ramassé, mais vous l'avez zéro senti. Vous n'avez jamais senti que vous avez ramassé de l'argent dans un RPA. On vous enlevait ça de votre paye, votre employeur mettait de l'argent, vous n'avez rien vu passer. Vous n'avez pas souffert, vous n'avez pas. Vous étiez juste heureux. OK? Là, ici, c'est votre argent que vous avez cotisé des vrais héros en fin d'année, mettre ça dans le REER, 800 000. Puis là, je vous demande,
Voulez-vous mettre le 800 000 dans le fer puis continuer à être à risque du marché financier, pas être couvert par la rente de longévité si vous mourrez tard? OK? Est-ce que vous voulez ça ou voulez vous protéger par avoir quelque chose de connu, de sécur, qui va vous être payé jusqu'à la fin d'une rente viagère? Puis là, tout d'un coup, dans le fer, vous avez tous voulu, en tout cas, 24 sur 32 ont voulu garder le transfert dans le fer, puis refuser la rente viagère. Comprenez-vous que c'est le contraire de ce que vous m'avez dit tantôt? Complètement le contraire. Ça a un nom, c'est Annuity Puzzle, le casse-tête de la rente. C'est Richard Taylor de Nudge qui a écrit là-dessus. D'accord? Donc, c'est juste pour vous dire, c'est mise en situation pour capter l'attention quand il est presque 3 heures, c'est de dire, OK, ça, c'est une vraie question que les gens passent jamais, jamais de temps là-dessus. On ne parle jamais de ça. Puis il y a peut-être quelque chose d'hybride, de mitoyen à faire entre ces deux extrêmes-là. Là, je parle évidemment où tu as un contrôle. Tu sais, parce que pour de vrai, tu n'as pas vraiment. C'est fictif, se dire, hey, tu peux prendre une cotisation ou prestation déterminée pour un employeur, il ne te donnera pas ce choix-là. OK? Mais le 800 000 dans le REER, de dire je m'en vais vers le fer ou la rente viagère, ça arrive tout le temps, ce genre de décision-là, à 71 ans. Fait que peut-être de réfléchir, dire, peut-être qu'une partie, là, je n'ai pas de recette, il n'y a pas de recette, mais peut-être que 25 du 800 000, je vais le mettre en exemple viagère, puis l'autre, tu sais, voilà, c'est tous les mêmes calculs, puis ça a tout rapport aussi avec l'espérance de vie, probabilité de survie, vos objectifs de transmission au décès, successoral, etc. Puis, j'en rajoute parce que j'ai le temps, je pense. Oui, j'ai le temps. OK. Donc, ça va ça pour ce genre de comportement-là, puis de comprendre la rente viagère. Tu sais, on n'en parle jamais, les ONI. Peut-être ça peut être intéressant. En tout cas, quand c'est la RPA, prestation déterminée, on capote là-dessus. La vraie, je sais que ce n'était pas un choix de réponse, mais entre vous et moi, la vraie réponse financière, si on avait eu le droit de lever la main, puis demander des précisions, puis clarifier notre idée, quand je vous demandais le choix entre un RPA à prestation déterminée puis un RPA à cotisation déterminée, quelle information vous auriez aimé avoir pour prendre une vraie bonne décision par rapport à ça? Question pour vous, là, de grande conclusion de cours. Là. Pensez-y 2 secondes. Je sais que ça surchauffe, là, il est 3 heures presque. C'est vous, là. Pensez que c'est vous, là. Un employeur vous propose un RPA à prestation déterminée, un autre employeur un RPA à cotisation déterminée. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est quoi la question? Oui, Daphné. Oui, ça, c'est déjà bon. Oui, ça, c'est définitivement bon. Mais pour être plus précis, quelle question j'aurais voulu poser? Voilà. C'est quoi les taux de cotisation? Tout le monde aime mieux un RPA à prestation déterminée à la base, vous l'avez prouvé. Mais si mon RPA à prestation déterminée, ça revient à ce que tu dis, Daphné, là. Le RPA à prestation déterminée, c'est 5 d'employeurs, 5 d'employés. Ton RPA à cotisation déterminée, c'est le maximum que tu peux, 9 employés, 9 employeurs. T'aimes-tu mieux le RPA à cotisation déterminée ou RPA à prestation déterminée? La logique financière n'est jamais loin, là. Elle se rattrape, elle nous rattrape. Fait que voilà, je vous dis ces questions-là pour faire développer vos réflexes financiers. Ce n'est pas toujours évident, là. Vous n'êtes pas amené à réfléchir toujours comme ça. Puis voilà, merci pour votre attention. Puis on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas, hein, 1 heure et demie parce qu'il y a l'Assemblée générale. Oui, Émilie. Un peu, je vais arrêter. Attends, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Alors, hein.